Et comment ça va? Deux jeunes missionnaires mormons, Paxton et Barnes, sont dans une petite ville pour partager leur foi et convertir le plus grand nombre de personnes possible. Paxton est inquiète car elle n'a encore convaincu personne, tandis que Barnes a déjà amené 8 personnes à la religion et fait preuve de plus d'assurance. Elle parcourt la ville en essayant de transmettre leur message, mais personne ne semble intéressé. Plus tard, la pluie commence à tomber et elle révise la liste des personnes qu'elles peuvent visiter, décidant d'aller chez un homme qui avait montré de l'intérêt pour la religion auparavant. En arrivant, elle verrouille leur vélo à l'extérieur et frappe à la porte. Un homme nommé Reed leur ouvre et les accueille chaleureusement. Paxton commence à réciter le discours qu'elle avait mémorisé, mais Reed les invite à entrer en remarquant la pluie, mentionnant que sa femme est à l'intérieur. Les jeunes femmes lui remettent leurs manteaux trempés et entrent. L'homme laisse les manteaux dans le salon et se rend à la cuisine, revenant avec 2 sodas et une bougie. Il commente que sa femme est très timide, mais qu'elle est en train de préparer une tarte aux myrtilles. Les missionnaires sentent l'arôme de la tarte et disent qu'elle devrait les rejoindre dans le salon. Reed assure qu'elle apparaîtra bientôt. Ensuite, l'homme leur pose des questions sur leur vie personnelle. Elles répondent joyeusement et Paxton mentionne qu'elle aimerait se réincarner en papillon pour suivre les personnes qu'elle aime. Soudain, Reed pose une question inconfortable sur leur opinion concernant la polygamie. Les deux répondent qu'elles y sont clairement opposées. Reed affirme alors que Joseph Smith, fondateur du mormonisme, avait des relations avec plusieurs femmes, encourageant d'autres hommes mormons à pratiquer la polygamie et que cela a façonné les fondements de la religion. Alors qu'ils discutent, Barnes demande où se trouve la femme de Reed. Il dit qu'il va l'appeler. Lorsque l'homme s'éloigne, Barnes remarque la bougie allumée et réalise que l'odeur de tarte vient d'elle et non de la cuisine. Avant qu'elle puisse avertir Paxton, Reed revient et leur demande de le suivre jusqu'à l'endroit où sa femme les attend. Barnes fait semblant de recevoir un appel de son supérieur et Reed leur accorde un moment. Barnes en profite pour dire à Paxton que quelque chose semble étrange et qu'elle devrait partir. Les deux se dirigent vers la porte d'entrée, mais se rappellent que la clé des vélos est dans le manteau de Barnes. Elles essaient malgré tout d'ouvrir la porte, mais celle-ci est verrouillée et elles ne parviennent pas à la débloquer, peu importe leurs efforts. Les missionnaires tentent d'appeler quelqu'un de l'église, mais il n'y a aucun signal à cet endroit, rendant toute communication externe impossible. Soudain, les lumières s'éteignent, laissant les deux jeunes femmes sans autre choix que de chercher Reed pour demander de l'aide. Elles traversent un couloir sombre et arrivent dans une salle d'études avec 2 portes supplémentaires, où elles trouvent l'homme. Paxton explique qu'elles ont reçu un appel de leur supérieur leur demandant de retourner à l'église. Reed accepte de les laisser partir et leur rend leur manteau. Cependant, en vérifiant les poches, elles se rendent compte que la clé du vélo est avec Paxton et non avec Barnes. Elles décident quand même de partir et demandent à Reed d'ouvrir la porte d'entrée, mais il leur révèle que ce n'est pas possible. Les verrous sont programmés pour s'ouvrir seulement le lendemain matin. Il explique que la seule issue est par la porte arrière. L'angoisse s'empare des jeunes filles qui hésitent sur la conduite à adopter. Reed commente qu'il savait qu'elle mentait car la maison a des murs et un plafond recouvert de métal empêchant toute réception de réseau. Frustré, Barnes pointe les 2 portes et demande laquelle mène à l'extérieur. Reed ne répond pas clairement. Paxton lui demande alors d'amener sa femme pour les accompagner vers la sortie. Reed répond en mentionnant la bougie parfumée et l'absence de tarte dans le four, insinuant qu'elle croit en l'existence de sa femme comme elle croit en Dieu, uniquement parce qu'elles ont été élevées ainsi depuis l'enfance. Les jeunes femmes sont effrayées tandis que Barnes ouvre les 2 portes de la pièce. À leur grande déception, elles mènent toutes 2 à un sous-sol sombre et non vers l'extérieur. Ailleurs, à l'église mormone, un ministre nommé Kennedy consulte les registres de la journée et remarque que Barnes et Paxton ne sont toujours pas rentrés. Il commence à s'inquiéter. De retour à la maison, Reed entame un discours sur les religions du monde, affirmant que le judaïsme, le christianisme, l'islam et le mormonisme proviennent de la même source. Il soutient que le judaïsme est la racine originelle de ces religions, bien que seulement 0,2% de la population mondiale le pratique aujourd'hui. Reed pense que les religions dérivées ont autant de fidèles parce qu'elles utilisent des stratégies de marketing, ce que le judaïsme ne fait pas. Il compare les missionnaires à des vendeuses essayant de commercialiser un produit. Ensuite, Reed écrit croyance et incrédulité sur les 2 portes et défie les jeunes filles de choisir l'une d'elles pour sortir. Paxton tente d'entrer par la porte de l'incrédulité, mais Barnes l'en empêche, affirmant que le choix n'a pas d'importance, car Reed ne les laissera pas partir. Alors Barnes choisit la porte de la croyance et Paxton
Paxton la suit. Reed ferme la porte derrière elle et les jeunes femmes se retrouvent dans un sous-sol sombre avec seulement une table et une chaise pliante dans la pièce. Barnes déplace la table et place la chaise dessus pour essayer d'atteindre une fenêtre haute. Cependant, en entendant le bruit d'une porte s'ouvrant en haut des escaliers, elles remettent rapidement les meubles à leur place d'origine. Barnes donne à Paxton un coupe-papier qu'elle avait pris dans le bureau de Reed, lui demandant de l'utiliser si jamais il tentait de leur faire du mal. Peu après, quelqu'un entre dans le sous-sol et les deux jeunes filles pensent qu'il s'agit de Reed. Cependant, c'est une femme pieds nus, vêtue d'une robe sale et à l'apparence négligée. La femme pose une tarte sur la table et commence à convulser sur le sol sans dire un mot. Pendant ce temps, Reed s'adresse aux jeunes filles à travers des haut-parleurs installés dans le sous-sol. Reed explique que la femme est une prophétesse de Dieu et qu'elles vont assister à un miracle. La femme commence à manger la tarte et Reed révèle qu'elle est empoisonnée et qu'elle va bientôt mourir. Les jeunes filles sont horrifiées, mais il affirme que la femme reviendra à la vie par le pouvoir de Dieu. Barnes et Paxton observent, terrifiés, tandis que la femme s'effondre au sol et meurt. Ensuite, Reed leur ordonne d'examiner le corps. Nerveuses, les jeunes filles vérifient son pouls et sa respiration, concluant que la femme est morte. Reed, cependant, est convaincue qu'elle ressuscitera bientôt et racontera ce qu'elle a vu dans l'au-delà. À ce moment-là, la sonnette retentit et Reed monte pour ouvrir la porte. Dès que l'homme quitte la pièce, les jeunes filles commencent à crier, mais leurs hurlements ne parviennent pas jusqu'à la porte d'entrée. Dehors, Kennedy attend sous la tempête de neige et demande à Reed s'il a vu les missionnaires qui devaient lui rendre visite. Reed répond qu'il ne les a pas vus et qu'elles ne sont jamais venues. Pendant ce temps, dans le sous-sol, les filles remarquent une boîte d'allumettes sous la porte verrouillée. Elles décident d'incendier le tapis, espérant que la fumée alertera le ministre. À l'extérieur, Kennedy s'excuse d'avoir dérangé Reed et repart sous l'œil attentif de l'homme. Dans le sous-sol, les jeunes filles parviennent à atteindre la boîte d'allumettes. En descendant les escaliers, Paxton remarque que le corps de la femme a changé de position. Mais Barnes l'ignore et se concentre sur l'allumage des allumettes. Malheureusement, Barnes n'y parvient pas. Soudain, la femme morte réapparaît et commence à vomir. La femme explique alors ce qu'elle a vu de l'autre côté et conclut en disant « ce n'est pas réel ». À cet instant, Reed descend au sous-sol et l'éloigne des jeunes filles, déclarant que ses paroles sont sacrées et seront consignées dans des livres saints. Ensuite, Reed encourage les filles à mourir elles aussi pour faire l'expérience de ce qui se trouve au-delà de la vie. Il affirme que cela apportera des réponses définitives à tous les mystères de l'existence humaine. Barnes réplique que ce que la femme a vu n'est qu'une hallucination causée par une expérience de mort imminente. Barnes explique que lorsqu'elle était enfant, elle a souffert d'une intoxication alimentaire, a été déclarée cliniquement morte et a vu les mêmes choses que la femme avant de revenir à la vie. Après avoir dit cela, elle fait comprendre à Paxton qu'il est temps d'attaquer. Avant que Paxton puisse réagir, Reed tranche la gorge de Barnes avec un couteau. Terrifié, Paxton commence à frapper désespérément contre la porte et à crier à l'aide. Pendant ce temps, Reed l'observe calmement et lui dit de ne pas avoir peur. Reed affirme que Barnes va revenir à la vie d'un instant à l'autre, tout comme la femme précédente. Quelques minutes passent, mais la jeune fille ne ressuscite pas. Alors Reed coupe le bras droit de Barnes et en extrait un objet en métal. Il le montre à Paxton, affirmant qu'il s'agit d'une micropuce et que Barnes n'est pas une personne réelle, mais un programme informatique inséré dans cette simulation. Reed explique que c'est la raison pour laquelle Barnes ne peut pas être ramené à la vie. Reed continue en affirmant que le monde est une simulation et que la seule façon d'atteindre le monde réel est de mourir. Il encourage Paxton à mettre fin à ses jours. Cependant, Paxton pense que l'objet en métal est en réalité un implant contraceptif. Elle commence à expliquer que toute l'histoire de la résurrection est une supercherie inventée par Reed. Observatrice, Paxton remarque que pendant qu'ils étaient distraits par l'arrivée du ministre, une deuxième femme, habillée exactement comme la défunte, est sortie d'une porte secrète. Cette femme a remplacé le corps de la morte et a récité un texte écrit par Reed. Toutefois, elle a improvisé en disant la phrase « ce n'est pas réel », qui ne faisait pas partie du plan. Ainsi, le meurtre de Barnes et la tentative de Reed de convaincre Paxton d'une réalité simulée étaient des improvisations pour dissimuler son plan raté. Après avoir expliqué cela, Paxton commence à chercher des portes cachées dans le sous-sol et finit par en trouver une menant à une autre cave. Reed l'avertit de ne pas y entrer, à moins qu'elle ne soit prête à découvrir la seule religion véritable. Malgré tout, Paxton décide d'avancer, déterminée à découvrir la vérité. Elle descend par un conduit jusqu'au fond, où elle trouve le cadavre d'une femme, confirmant ainsi sa théorie. À ce moment-là, Reed referme la porte et Paxton utilise la lumière de son
son téléphone pour continuer à avancer. Elle commence à explorer les tunnels et découvre plusieurs portes et pièces remplies de symboles occultes et de signes de pratiques sataniques. Bientôt, elle trouve une porte verrouillée avec l'antivol de son vélo et retrouve la clé dans sa poche. En ouvrant la porte, Paxton est horrifié de découvrir une chambre froide remplie de femmes faibles enfermées dans de petites cages. À cet instant, Reed arrive et lui demande si elle comprend enfin ce qu'est la seule religion véritable. En réponse, Paxton explique que lorsqu'il les a laissées seules dans le salon, il est sorti pour récupérer leur vélo afin que personne ne les retrouve si elles étaient recherchées. Elle réalise qu'il a délibérément mis la clé dans la mauvaise poche car il avait tout prévu pour l'amener jusqu'ici. Paxton révèle qu'elle n'a pas choisi d'être là. Elle explique que Reed voulait lui faire comprendre que la seule raison pour laquelle elle se tient à cet endroit est que c'est précisément là où il voulait qu'elle soit. Ainsi, elle finit par découvrir la seule religion véritable, le contrôle. En entendant cela, Reed est impressionné et admet qu'elle a raison. Il affirme qu'aucune des femmes ici n'est retenue contre sa volonté, mais que leurs croyances et leurs choix les ont amenées jusqu'à ce point. Ensuite, Reed coupe un doigt à l'une des femmes en guise de punition pour avoir improvisé la phrase plus tôt. La scène fait éclater Paxton en sanglots. Alors que Reed commence à parler des religions, Paxton profite de l'opportunité pour le poignarder avec le coupe-papier que Barnes lui avait donné plus tôt. Elle s'enfuit à travers les couloirs souterrains et grimpe un escalier jusqu'à atteindre la salle d'études. Là, elle barricade la porte avec une table, mais réalise rapidement que toutes les portes de la maison sont verrouillées. Finalement, elle comprend que la seule issue est de retourner au sous-sol pour trouver une autre sortie. Malheureusement, en arrivant au sous-sol, Reed la poignarde dans l'estomac. Tous deux s'effondrent au sol, gravement blessés. Utilisant ses dernières forces, Reed demande à Paxton de prier pour eux. Elle répond que prier ne changera rien, mais admet qu'il y a quelque chose de beau dans le fait de penser aux autres et d'être bienveillant. Après cela, elle commence à prier et Reed rampe jusqu'à elle, s'appuyant sur sa poitrine en pleurant. Ensuite, Reed lève son couteau pour l'achever, mais quelqu'un le frappe à la tête avec une planche en bois garnie de clous. Barnes apparaît encore en vie et parvient à tuer Reed. Cependant, Barnes s'effondre également et meurt bientôt dans les bras de Paxton. Après l'incident, Paxton rampe jusqu'à l'étage supérieur et trouve un prototype du bâtiment. Elle l'examine et découvre une issue à travers un conduit de ventilation. Paxton traverse le conduit et finit par sortir de la maison après des heures de torture. Alors qu'elle marche dans la forêt, un papillon se pose sur sa main, lui rappelant un souhait qu'elle avait fait. Elle avait imaginé que si elle se réincarnait, elle reviendrait sous forme de papillon et se poserait sur la main de quelqu'un qu'elle aime. Le papillon disparaît alors, laissant Paxton seul dans le paysage enneigé. Ainsi s'achève Hirage, un thriller psychologique de 2024. Et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.